Mais je l'ai cité parce que je suis un homme tout simplement honnête, reconnaissant le travail qu'il avait fait et que nous avons fait ensemble. S'il ne le reconnaît pas, il n'y a pas de problème, puisqu'on m'a dit qu'il se plaint que je l'ai cité. Mais je crois que nous avons été... Bon, alors, si ça a été mal rapporté, j'ai retiré. Ok, très bien. Puisque j'ai fait un effort pour être sincère et le peuple doit savoir qu'est-ce qui se passe. Quand nous allons au Conseil de sécurité, qu'est-ce qui se passe? On ne dort pas, il le sait très bien. On doit passer dans les salons des grandes puissances et chercher nous-mêmes comment rédiger les résolutions, les projets, faire passer d'un pays à un autre pour dire l'Angola, vous allez nous soutenir, tel, vous allez nous soutenir. Mais il suffit qu'un simple membre permanent refuse, vous êtes KO. Et en cela, nous devons reconnaître, le Congo a un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la France. Ce n'est pas le ministre ici qui va me contredire. Que ce soit le 1, 2, 3, 4, que ce soit la résolution 1304, après les affrontements dans la ville de Kisangani, des armées rwandaises et ougandaises. Puisque au départ, vous savez, la communauté internationale avait peur de nommer les agresseurs. Puisque la résolution 1, 2, 3, 4 parle d'une dénomination qui est une innovation au Conseil de sécurité. Il dit, on demande aux forces non invitées en République démocratique du Congo de se retirer. Les forces non invitées, ça veut dire quoi? 2. La France nous a aidés dans cette résolution 1304 où finalement, vous savez, vous pouvez mentir, mais il reste toujours quelque chose. Les Rwandais et l'Ouganda avaient dit qu'ils étaient venus au Congo pour assurer leur sécurité. Mais la question que tout le monde s'est posée, le 16 mai 2000, dans la ville de Kisangani, pourquoi les deux armées se sont affrontées? C'est pour se sécuriser les unes contre les autres ou c'est pour partager des bulletins qui s'appellent la République démocratique du Congo? Et donc, la France nous a aidés encore plus tard, le ministre le sait, dans la résolution qui institue Artemis. C'est le président Jacques Chirac en personne qui dit, moi la France, l'Amérique, vous ne voulez pas, l'Angleterre, vous ne voulez pas, la France va donner ses hommes. Vous me donnez seulement les quitus, je donne les hommes et la logistique. C'est très important de le dire au peuple pour qu'on sache finalement qui a aidé qui et dans quelles circonstances. Maintenant, s'agissant des engagements, monsieur le ministre, je m'excuse beaucoup. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, je n'accepterai pas que vous puissiez dire qu'un accord signé par le président de la République, sans le revolver sur la tempe, il signe Joseph Kabila à côté d'Eduardo dos Santos, de Ban Ki-moon, et vous dites que ça, on n'est pas obligé de l'appliquer. Non. Et là-dedans, il y a des engagements de la République démocratique du Congo. C'est énuméré comme tel des pays de la région et de la communauté internationale. Il est même prévu des mécanismes, un mécanisme de suivi sur le plan national et un mécanisme de suivi sur le plan régional. Sur le plan national, c'était l'occasion où on devait encore refaire un temps soit peu la réconciliation. Voilà que le président va nommer un mécanisme monocolore. On nomme François Mamba avec les membres désignés par le président lui-même et la majorité présidentielle. Ça aurait été l'occasion finalement de créer une petite équipe mixte de tout le monde, puisque les affaires de la République nous concernent nous tous. Parce qu'ils ne vont pas s'évaluer. Et même la guerre, c'était contre les M23. Nous devons tous savoir que ça évolue bien ou ça n'évolue pas bien. Je voudrais aussi ajouter que nous avons l'ancienne version ici, mais je ne sais pas dans la nouvelle version c'est quel article, mais l'article 215 de la Constitution. C'est toujours le même article. Il dit ceci: les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité et accord de son application par l'autre partie. Donc, ce que nous devrions faire pour nous en interne, en ce qui concerne la réforme de l'armée, on n'a pas besoin de contrepartie. D'ailleurs, on nous a rappelé une mission qui nous revient, une mission régalienne de l'État, la réforme de l'administration publique. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? La réforme de la gouvernance financière. Quand on dit qu'on doit respecter la chaîne de défense, des dépenses, les ministres des Finances ou les premiers ministres ne peuvent pas être assis dans leur bureau. Ils apprennent que le gouverneur de la Banque centrale a bougé le compte général du Trésor. Ils apprennent qu'il y a maintenant de nouveaux sous-comptes du Trésor. Tout cela, on nous demande de remettre de l'ordre dans notre maison.
parce que nous sommes des mauvais élèves sur le plan de la bonne gouvernance. Quand on nous dit les Congolais, réconciliez-vous, ceux qui nous ont observés, ils ont vu que ces gens-là vivent en belligérance permanente. Ils se détestent alors qu'ils ont un pays merveilleux. On nous rappelle ce que nous aurions dû faire nous-mêmes. Le pouvoir a horreur du vide. C'est lui qui porte aujourd'hui la casquette du leadership sur le plan national, s'appelle bien le bien Joseph Kabila, qui a été investi par la Cour suprême de justice. Donc, si on ne prend aucune initiative, depuis le déclenchement de la guerre en mai 2012 par le M23, mais le secrétaire général vous attend. Jusqu'au 24 février 2013, il dit non. Si nous laissons faire, ça sera une non-assistance de personnes, d'un peuple en danger. Il nous impose un accord alors que nous pouvions nous-mêmes résoudre ce problème. Je voudrais dire que quand on nous désigne des facilitateurs ou des gens qui doivent assurer les bons offices, il y a le point qui concerne Mme Robinson. Il y a le point 14b de la résolution qui cite clairement M. Martin Kobler, qui doit assurer les bons offices pour que les Congolais se mettent d'accord. Mais moi, je suis d'accord que si nous pouvons nous parler sans intermédiaire, pourquoi on aurait besoin d'un facilitateur? Nous l'avons démontré à Gaborone que nous sommes incapables de nous parler nous-mêmes. Nous l'avons démontré à Addis Abeba, à Abuja, à Genève, en Suisse, c'était lui, en Belgique, c'était lui Michel. Et finalement, on va nous renvoyer à Sun City avec Massiré et Thabo Mbeki. Et finalement, Moustapha Niasse va nous rattraper. Quand nous avons essayé de le faire nous-mêmes à Matadi, c'était la catastrophe. Donc nous devons nous surpasser. Pourquoi? Parce que chacun de nous vient avec son agenda personnel. Nous allons là-bas, qu'est-ce que je dois gagner sur le MLC? Qu'est-ce que je dois gagner sur le Palou? Et l'autre vient avec le même agenda et on oublie le peuple. Personne ne vient avec l'agenda pour dire qu'est-ce que le peuple congolais va gagner dans cette élection. Je pense que le débat aujourd'hui, c'est là que moi je voudrais vraiment attirer l'attention des militantes et militants de Palou et des cadres de Palou. Nous devons faire attention. De la même façon que vous parlez de contexte, ce n'est pas au moment où ça chauffe dans la maison, où on parle de l'épineuse question de la révision constitutionnelle, que vous allez dire, bon, nous Palou, nous nous rappelons que nous devons, encore une fois de plus, poser la question de revenir aux constituants originels. Non, ça va donner une brèche aux gens qui veulent faire les révisions pour dire, oui, puisque le Palou l'a dit, pourquoi pas? Ça profite à qui à ce moment? Vous étiez de bonnes intentions dès le départ, mais on confisque votre initiative. Moi, j'ai dit, gardez cette idée-là, elle viendra plus tard. Je voudrais ajouter ceci. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit et je suis déformé par l'exercice de la vérité. Nous avons été à Sun City. Je connais la position d'Adolphe Bouzito, puisqu'on avait l'occasion de se rentrer dedans dans le couloir. Il avait des thèses philosophiques vraiment tranchées. Un nationaliste, c'est vrai, je vous le reconnais. Moi, je ne suis pas nationaliste, je suis un socialiste. Oui, j'ai fait la social-démocratie. Le socialisme international. Oui, ça, ce sont des concepts, mon frère. Mais qu'est-ce que nous donnons à notre peuple? C'est ça la grande question. Puisque le monsieur qui est à Bongananga, c'est lui qui est à Gungu. Toutes ces discussions-là des constituants originels ou quoi, ça ne veut rien dire tant qu'il n'y aura pas d'eau à Gungu ni l'électricité. Lui veut savoir qu'est-ce qui vous empêche dans la constitution actuelle de répondre aux attentes du peuple. S'il y a une seule disposition dans cette constitution et qu'aujourd'hui les amis de la majorité passent devant et disent monsieur Kamere, monsieur de l'IDPS, monsieur, voici il y a telle disposition, telle disposition. Si vous changez, nous allons augmenter la desserte d'eau, d'électricité, nous allons finalement arrêter la gabegie financière, nous allons désormais pour faire les contrats miniers montrer les documents au Parlement et ça va se passer après appel d'offres. Nous allons. Mais sinon, la question est simple. Aujourd'hui, on veut savoir, entre les révisionnistes et les anti-révisionnistes, nous nous situons où? Parce qu'entre-temps, il y a eu Burkina Faso. Là-bas, c'était seulement comme un jeu d'enfant. Quand vous lisez le carnet de Colette Brackman, on a dû traiter le peuple burkinabé de peuple docile, réservé, calme, incapable de se soulever. Et donc tout le monde savait que Blaise Compaoré
d'abord, tout le monde lui crédite l'intelligence, et c'est vrai, il a géré son pays. Moi, j'ai été là, j'ai vu des lacs construits en plein Ouagadougou. J'ai vu la pomme de terre, la tomate, les haricots, les oignons. Ce n'est pas de la blague, produit et exporté vers la Côte d'Ivoire. Mais les Burkinabés ont dit, d'accord, vous avez tout fait, nous sommes d'accord. Mais la Constitution ne vous permet plus de vous présenter. Oui, mon frère, laissez-nous parler au peuple. Tu vas continuer à parler. Non, mais c'est quand même une façon absurde de dire à un ami qui vous appelle, qui dit venons, on va parler du peuple, de notre pays, et lui dire non, vous voulez décider seul. C'est parce que nous ne pouvons pas décider seuls. Et parce que nous ne voulons que personne ne décide seul, que nous avons pris l'initiative d'inviter tous les amis. Okay. Vous auriez pu le faire aussi. Merci beaucoup. Si nous l'avons fait, nous nous sommes dit, en tant que démocrates, en tant que l'un des anciens partis, le plus ancien parti de nous avons des problèmes au pays. Nous avons 40-54 ans d'existence comme peuple. Évaluons, discutons pour que l'initiative des décisions ne relève pas d'une personne ou d'un groupe d'individus, mais qu'ensemble, on chemine vers une synthèse qui nous permet d'avancer. Alors, cette façon de renverser la situation pour culpabiliser les palous, pour non, je n'ai pas dit ça. Ah oui, j'ai culpabilisé les palous. J'ai senti ça parce que non, j'ai dit faites attention. Vous parlez du peuple. Laissez-moi terminer alors. Nous qui avons pris l'initiative, vous connaissez, le peuple, c'est pas nous. Très bien. Donc, je dis, il faut dire merci aux panneaux de vous avoir donné la possibilité de vous exprimer, et parce que nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons beaucoup sur vous. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais que les membres du PALU me comprennent très bien. Il ne faut pas déformer ce que j'ai dit. J'ai dit l'idée de PALU est noble. Attention à la récupération. Je vous conseille peut-être de la relancer à un autre moment, puisque le débat maintenant, c'est de savoir, c'est mon point de vue, le débat maintenant, c'est de savoir, doit-on toucher à l'article 220, 197 ou pas. Je voudrais terminer en disant ceci, dans le renforcement du pouvoir présidentiel, nous avons des exemples quand même qui choquent. Jolie, ça c'est pour vous donner raison. Nous avons des exemples qui choquent. On ne peut pas comprendre que deux ministres prennent des actes contraires et que le directeur du cabinet du chef de l'État, finalement, écrit pour annuler la dernière décision prise par le ministre, directeur du cabinet. Donc il est censé être dans l'ombre. Il n'a pas d'existence. Quand vous regardez l'architecture institutionnelle, il n'existe pas. C'est un document qui existe. Et vous voyez effectivement que les deux ministres commencent à échanger des courriers via les mails. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, l'ECOFIN, où je ne sais pas dans quelle commission. Je ne parle pas du chef de l'État. Je parle du directeur du cabinet chef de l'État qui est vous fixe. Et bien de moyen de contester le directeur du cabinet. Ah très bien, on va les contester alors. Mais nous avons noté que le directeur du cabinet a pris une décision qui a été respectée. Puisqu'il a remis StarTime, qui est une entreprise chinoise, qui est le ministre de PTT, qui, au terme de la Constitution, est chef du département, qui a le PTT dans ses attributions, a le droit de répondre devant le peuple. Donc, ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons aller dans des gymnastiques philosophiques. Nous pouvons aller dans tout ce que nous voulons. Je reconnais qu'à Sun City, vous avez défendu votre position, je vous avais donné raison, mais je vous avais dit, regardez le contexte. Puisque le professeur Biou vient de définir ça. Quel était l'objectif? C'était de mettre fin à la guerre. Est-ce que c'était une mauvaise chose? Puisque après, vous n'avez pas participé au gouvernement fiscal, mais vous avez quand même participé au Parlement ici de Sun City. Mais après, vous avez pris part aux élections de 2006, vous avez eu des primatures, et puis vous avez eu des députés nationaux. Donc, j'ai dit ceci au départ. Nous sommes tous pécheurs et que nous devons nous remettre en cause pour que nous construisions un pays où il fera bon vivre. Je ne suis pas venu ici pour juger les palous.
Et je ne voudrais pas que non plus un parti politique puisse dire notre position est la seule, il n'y a pas d'autre position. Il y a la position du PALU, il y a la position du PPRD, il y a la position de l'INC, il y a la position peut-être de l'IDPS ou d'un autre parti politique. Il est bon qu'à l'issue de ce forum, vous puissiez dire, tiens, c'est vrai que nous, PALU, notre position, ça a toujours été ça, depuis 1960. 54 ans après, quel est cet homme qui ne peut pas changer un peu? Est-ce qu'on peut bouger un peu ou nous restons jusqu'à ce qu'on nous donne raison? Jusqu'au boutisme. C'est ça toute ma question. Je ne pose pas une autre question. Puisqu'on parle de 1960, vous venez de naître. Je venais de naître. Nous voulons nous approprier le mythe. Les patriarches, lui, il peut nous dire ça. Mais nous, en tant que ses enfants, nous pouvons lui dire autre temps, autre messe. Maintenant, il est question de barrer la route aux putschistes. Est-ce qu'on peut faire des ruptures et repartir sur le bon pied? C'est possible, je l'ai dit tout à l'heure. Il est possible que la République démocratique du Congo serve d'exemple. Le débat sur les constitutions originelles, je vous en prie, monsieur le modérateur, monsieur le Premier ministre, je crois que vous pouvez d'abord garder ça au frigo. Revenons d'abord au débat actuel. La constitution du Congo général. Puisque le texte se trouve pendant, s'il vous plaît, pendant que nous parlons, la vérité est celle-ci. Pendant que nous parlons, quel que soit le forum que nous faisons ici, il y a 4 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale. Il y a un avant-projet qui modifie certains articles de la Constitution. Maintenant, nonobstant le fait que vous avez votre position de revenir en 1960, quelle est la position de vos députés par rapport au projet, à l'avant-projet de loi qui modifie certaines dispositions de la Constitution actuelle? C'est ce que nous voulons savoir tout en acceptant votre position historique. Voilà. Merci. Je crois c'est l'intérêt de ces ateliers, s'il vous plaît. C'est l'intérêt de ces ateliers pour qu'un parti politique, une force politique, un groupe les décide seul. Voilà pourquoi nous avons invité nos compatriotes, monde scientifique, monde culturel, professeurs d'université, responsables de partis politiques. C'est dont nous nous réjouissons parce qu'ils ont tous répondu présent. Le PPRD, l'UNC, les MLC, l'UDPS, etc. C'est pour qu'on échange. Palou n'a fait qu'avancer sa vision des choses dans le cadre du cinquantenaire, sa position traditionnelle sur laquelle il revient toujours. Quand nous disons rentrons en 60, ce n'est pas en 60 de base. Revenons à la souveraineté du peuple. Aujourd'hui ou demain, même, pourvu qu'on soit tous ensemble et d'accord de le faire. D'où les dialogues, tout le monde a exalté les vertus du dialogue. Je crois que nous sommes tous dans le bon. S'agissant de cette question précise, je donne la réponse. Elle est unique, celle de M. Guizet. C'est quelle question? La question de révision, oui. La question de nouvelle constitution. Rien ne se fera sans consensus, sans dialogue. Tout doit se discuter en rapport avec le peuple qui parle et le peuple tout entier. Consensus, consensus, consensus. Tous les dialogues, tout ce que nous sommes en train de faire pour cheminer éventuellement vers des débats doivent avoir lieu. Absolument, et il doit continuer, il s'est engagé. Merci beaucoup. Donc on va toucher à l'article 120. Question. Attendez. Non, oui. Je pose la question si les articles le mieux qu'on l'a été, que ça va toute parole. Non. C'est pas la il y a ma tante à l'intérieur de ma tante. Ma tante est Premier ministre. Votre président de l'Assemblée nationale. Nous sommes habitués. Non, dialogue pour une solution qu'on s'approprie, pourvu que ce ne soit pas les autres qui viennent décider à notre place. Vous l'avez si bien dit qu'il ne faut pas qu'on entende des facilitateurs. Vous avez souhaité qu'en cas de discussion, qu'il soit possible entre nous Congolais de discuter, etc. sans tabou. Question. Alors on va commencer comme normal
démobiliser les peuples congolais, ont fait débarrer la route à toutes les tentatives de la majorité présidentielle de marcher sur la Constitution, plus précisément la tentative de la révision de l'article 220, tout en se faisant aussi opposant contre toute révision de la Constitution. Est-il normal de s'opposer à la majorité par la Constitution et de faire aussi ce que défend la Constitution? Parce que l'article 218, 219 précise les matières, les institutions et les modalités pour toute révision constitutionnelle. Tout en disant, nous de la troisième voie, que le pouvoir n'a pas qualité de réviser l'article 220, nous disons aussi que toute constitution se révise d'elle-même. Est-ce que l'attitude d'une opposition qui dit qu'elle serait contre toute révision de la Constitution est aussi républicaine? Pourquoi alors combattre les autres parce qu'ils veulent marcher sur la Constitution et se servir de l'article 64 qui dispose que tout Congolais a le droit de tenir en échec tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui le violent. Merci. Je crois que la question est bien fondée. Est-ce que l'opposition s'est dit qu'elle n'est pas pour toute révision? Est-ce qu'elle est républicaine? Deuxième question, toujours. Est-ce que l'article 197 est verrouillé par la Constitution? Lorsqu'on va parler de l'élection des députés provinciaux au second degré, est-ce qu'on viole la Constitution? Et je reviens dans l'économie de l'article 220. L'économie de cet article dispose plutôt que c'est le suffrage universel qui est verrouillé. Alors qu'à l'intérieur du suffrage universel, on trouve le suffrage universel direct et indirect. Est-ce que l'alinéa 2 que vous avez lu en disant que toute tentative de modification de prérogatives des provinces est verrouillée, est-ce que ça renvoie à l'article 220 par rapport au suffrage universel? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas le mode de suffrage qui est verrouillé, mais c'est le suffrage lui-même qui est verrouillé. Alors que dans le suffrage, on trouve universel, direct ou indirect. Je termine. Limitez-vous à poser une question à elle de répondre. Bon, je termine ma dernière question à M. Joseph Pang. Est-ce que la procédure de l'élaboration de la Constitution, en donnant au peuple la possibilité en aval et en amont, d'adopter les comités de rédaction ou les constituants qui doivent rédiger et adopter ensuite la Constitution, suffit pour que nous puissions avoir une république? Est-ce que la notion de la république est seulement réductible à la loi ou à la forme de l'État? Et enfin, je pose la question à l'auditoire. Qu'est-ce qui fait que souvent, c'est lorsque nous ne sommes pas aux affaires que nous savons bien défendre le peuple? J'ai dit, je laisse. Est-ce que le Congolais de Bongandanga, si vous lui parlez de constitution alors qu'il n'a pas accès à l'école, qui lui permettra de comprendre ce que c'est, vous comprendra. Deuxième question, est-ce que nous sommes prêts, l'Afrique de manière générale, à parler des constitutions lorsque les nations qui nous ont enseigné justement ces notions sont elles-mêmes nées après plusieurs siècles de monarchie? Si vous regardez l'Europe aujourd'hui, elle a été essentiellement construite par des monarchies. Ça veut dire que les familles qui ont régné pendant une centaine d'années de manière illimitée. Les démocraties sont donc nées des monarchies qui ont, eux, construit la structure économique. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler des constitutions chez nous, puisque les prévisions qui sont faites dedans, matériellement, nous ne sommes pas en mesure de les atteindre. On parle de 40%, jusqu'à aujourd'hui, rien. On parle du découpage, on n'a pas pu, puisque les préalables économiques requis n'a pas précédé justement ce que le constitutionnaliste prévoit. Et dans ces cas, professeur Njoli, qu'est-ce que nous devons faire? Dernière question, qu'est-ce qui précède la démocratie? Qu'est-ce qui est plus important pour le peuple? Est-ce la démocratie ou le développement? Merci.
sa présentation, il a énoncé un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par les uns et les autres. Monsieur le Président, considérez-vous que le fait que l'opposition congolaise n'ait pas réussi à présenter une candidature unique alors qu'on s'acheminait vers l'élection à tour unique constitue-t-il une erreur? Si c'est une erreur, pensez-vous que demain vous êtes à même de présenter une candidature unique à la législature suprême? Deuxième question, vous avez tout au long de votre présentation plus ou moins révélé la mauvaise foi des pays qui nous entourent, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Mais paradoxalement, dans la conclusion, vous suggérez qu'il faut parler, qu'il faut négocier avec le Rwanda et l'Ouganda. Avez-vous la certitude que cette mauvaise foi dont ils ont fait montre hier a disparu complètement et qu'en négociant avec eux demain, nous serons comptés sur eux en nous faisant mutuellement confiance? Et donc, le Congo qui est présenté comme le fief du capitalisme international continue à le demeurer jusqu'aujourd'hui. Les recours constants que l'on fait, il est important de revoir le rapport qui nous rattache au capitalisme international. L'a dit aussi le professeur Boutamba, celui qui ne se donne pas le rendez-vous avec l'histoire, il sera condamné de refaire les mêmes erreurs. Il doit soit stagner ou régresser. Et vous savez, quand vous voulez guérir un abcès, il faut vider tout ce qu'il y a dedans et après vous pouvez soigner. Mais si nous venons ici parce que j'ai été invité par le Palou, je vais avoir un langage que je dois contrôler, sinon les amis vont dire, bon, on l'a invité, mais pourquoi il nous a dit telle vérité? Non, il faut qu'on vous dise aussi des vérités. C'est la vérité affranchie et libère. Puisque moi, personnellement, quand j'ai vu la colère du Premier ministre Mouzito et du ministre d'État, Mayobo était ministre d'État, oui, vice-premier ministre Mayobo à San City, moi je ne pouvais pas m'imaginer un jour qu'ils peuvent être, ça je le dis sincèrement, le jour où l'ANP a signé l'accord avec le CNDP, j'ai dit ça y est, le Palou va rompre l'alliance avec le PPRD. J'étais sincère, mais j'ai été désagréablement surpris. Parce qu'il n'était pas question dans la philosophie de Palou de cautionner. D'abord déjà le putsch de 60, c'était très difficile à accepter. Et ensuite l'agression. Et quand on se met d'accord nous tous, il y a un monsieur qui reste en réserve, il vient nous perturber. Et puis finalement, ce mouvement-là, on ne sait pas par quelle magie, devient un parti politique propre et qui doit approcher les grands partis qu'est le Palou. Moi je dis, ça fait quand même mal un peu. Le Palou non, il y a un autre parti oui, mais le Palou je dis non. C'est notre patrimoine commun, il n'est pas seulement vous. Le Palou, c'est un parti qui nous a tous inspirés. Il ne faut pas croire que nous vous regardons, Antoine Gizenga vous appartient à vous seul, non, c'est un patrimoine national. Donc nous refusons de quelque manière que ce soit qui se frotte à des gens qui ont commis des actes macabres. C'était ça mon souci, uniquement. Mais je ne dis pas que cela n'a pas aidé d'une manière ou d'une autre de façon temporaire. C'est pourquoi en lisant l'histoire, j'ai dit pourquoi chaque fois, quand on se met d'accord, et quand les uns et les autres ont eu les revendications, ils reviennent sous une autre forme. Voilà que les CNDP, on accède à ces revendications, ils ont des ministres au gouvernement, ils ont des députés, mais ils laissent en réserve Bosco Ntaganda et les autres, et ils créent l'M23. Bosco Ntaganda va à la haie, il y a Makenga qui est là. Est-ce que nous sommes arrivés au bout de la spirale? C'est ça la question. Comment briser cette spirale? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas penser à la paix du Congo en parlant uniquement du Congo, parce que les problèmes du Congo viennent d'ailleurs. Le Congo, c'est un enjeu planétaire. On ne peut pas avoir autant de richesses sans armée et dormir tranquillement. Tout le monde va venir essayer de prendre quelque chose. Le président Yoweri Museveni, dans une conférence dans une université américaine, avait dit,
je voudrais citer un petit passage de la prière de notre Père. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il dit, la RDC, vous voyez, autant de richesses, il n'y a pas d'armée, mais nous, à côté, nous n'avons rien. Qu'est-ce que nous faisons? On entre un peu, il n'y a pas de résistance. On avance, pas de résistance. On dépasse l'Ituri, pas de résistance. C'est ça le Congo. Donc, nous allons en prendre aux Rwandais, aux Ougandais ou à nous-mêmes. Depuis 1960, nous ne faisons que détruire nos institutions. Et en cela, le Palou a raison. C'est à partir du push de 1960. Mais quand est-ce qu'on va dire ça suffit maintenant? Nous voulons reconstruire un État. Un véritable État avec tous les attributs régaliens. C'est ça la question. Il dit... Non, ça, ce sont les militants du Palou qui sont les nationalistes. Merci. Alors, dans la salle. Non, je ne connais pas. Mais nous sommes ensemble. On est ensemble. Ça fait plaisir qu'on soit ensemble. Quelle sera l'issue? Mon frère Bakin a demandé quelle sera l'issue de la discussion sur la révision et la non-révision. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, quelle est l'opportunité d'une autre révision constitutionnelle maintenant? C'est ça la question. Pourquoi on n'a pas vidé toutes les questions qui fâchaient dans cette constitution quand on a fait la révision du début 2011? Pourquoi on n'a pas vidé toutes les questions? Donc là, on va encore réviser. Et à la fin de 2021, on va dire non, non, on vient de trouver encore quelque chose qui ne va pas. On doit encore réviser. Non. Je crois que la vraie question se pose en ces termes. Devons-nous, oui ou non, respecter cette constitution en attendant l'aboutissement de la plainte ou de la revendication de la requête du Palou de revenir au constituant originel? Mais en attendant, il y a cette constitution qui est là. Il y a vos députés qui siègent avec les nôtres à l'Assemblée nationale. Sur base de cette constitution, est-ce que ce texte-là, celui-là, on peut le respecter en attendant qu'on rentre aux autres revendications? C'est ça la question. Nous disons, Fumutoto, merci beaucoup. Je crois que j'ai dit au Premier ministre Adolphe Muzito hier la nuit, tard, je vous ai suivi sur TV Direct ou Direct TV, vous étiez opposé à un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai dit que j'ai beaucoup apprécié votre démarche. Aujourd'hui, vous venez la contredire. Dans un grand forum, je suis étonné. Puisque moi, j'ai pris vos arguments hier. J'ai même changé un peu mon texte quand je vous ai écouté hier. Et en lisant mon texte, vous allez trouver votre phrase là-dedans. Maintenant, vous venez ici devant les respectueux membres de Palou, alors qu'ils avaient déjà prévenu. Et hier, vous avez même vanté les Palou hier. J'ai suivi, je lui ai dit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous ai suivi tranquillement à la maison. Parce que c'est ça, c'est formé aussi. Il faut écouter les autres. Ceux qui disent de bien, vous prenez. Vous avez démontré à votre contradicteur qu'il était à côté de la plaque. S'il fallait vous côté hier, bon, mon professeur, là, je vois le professeur Kika est là, bon, il sait très bien que je résistais très bien dans son cours. Il était dur, mais je résistais très bien dans son cours. Ah, Tiker est là aussi. Ah, lui, il était dur à cuire aussi. Ah, c'est lui là. Voilà, vous vous rappelez. Voilà. On est passé par là, nous tous. Ok, donc, voilà l'exemple d'une génération. Nos professeurs que vous voyez là, vous pouvez demander à Adolphe Muzito, même pour dire bonjour à un professeur, vous avez peur. Parce que vous voulez lui dire bonjour du quoi que vous voulez l'influencer. C'est toi la pose des examens. Vous dites bonjour au professeur Carlo Gintala, je vous dis, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Monsieur le professeur, je voulais seulement vous saluer. Voilà encore une autre crise dans notre pays. Une fonction comme celle du professeur d'université, mon Dieu. Les enfants viennent, ils peuvent taper maintenant les professeurs. Non, il y a quand même un problème très sérieux. C'est pourquoi j'ai dit hier, je pouvais vous donner, en étant dur comme le professeur Tiker, 7 sur 10, en étant un peu plus tendre comme le professeur Kika, j'allais vous donner 9 sur 10, hier. Donc c'est pour dire, M. Fumutoto, que le problème de l'opposition, nous n'avons pas dit, nous n'avons pas posé la question en termes de ne pas ou de réviser la Constitution. Nous avons dit, quelle est l'opportunité de la révision constitutionnelle en ce moment? 2. L'article 220. Il faut bien lire l'article 220. Il faut bien lire la Constitution dans sa globalité. Il y a, bien sûr, cet article qui est verrouillé de façon directe
mais il y en a d'autres qui sont verrouillés de façon indirecte. Puisqu'aujourd'hui, M. Fumutoto, vous n'allez pas me dire, puisque la forme aujourd'hui de l'État, la souveraineté de l'État dont on parle dans la Constitution à l'article 5, nous sommes l'État souverain, indépendant, puisque ce n'est pas un article qui est dit expressément verrouillé, donc vous pouvez vous réveiller un matin et dire, bon, je propose à l'Assemblée nationale de dire que désormais, le Congo n'est plus un État souverain. Donc c'est verrouillé de façon de soi-même. Implicite, ça va de soi. Donc nous disons, M. Fumutoto, il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on ne peut pas toucher parce que ça va de soi. Quand on dit que la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui, dans ses formes actuelles, c'est les frontières héritées de la colonisation. Bon, vous allez dire non, non, nous devons passer de 2 345 000 km² 407 et revenir on donne 1000 km² à un voisin, 2000 à un autre, on fait une révision. Ce n'est pas verrouillé, on n'a pas dit que c'est verrouillé, mais ça va de soi. Je voudrais dire aussi pour les députés provinciaux. Les députés provinciaux, mon frère, quand on dit à l'article 5 que le suffrage est direct ou indirect, mais c'est parce que dans la Constitution, on précise plus loin quels sont les types de... Voilà, on dit que les sénateurs seront élus par les députés provinciaux. On précise que les gouverneurs et les vice-gouverneurs de province seront élus par les assemblées provinciales. On précise que les sénateurs seront élus par les députés provinciaux. Mais on précise, mais le député national, on dit que lui, il est élu au suffrage universel direct. Et à l'article 220 alinéa 2, on dit ceci: est interdite toute forme de révision constitutionnelle qui a pour effet de réduire les droits des citoyens. Or, nous avons déjà... Le droit de la personne. Oui, de la personne. Oui, de la personne. Le droit de la personne. Ce sont les droits qui sont inhérents à la personne humaine. Ce sont les droits humains. Mais ça change quoi, monsieur? Attendez. Ok, avec les respects du grand frère. Vous pouvez terminer? Sur le plan technique, je ne sais pas. Est-ce que vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la personne. Alors, à partir du moment où le droit de la personne est reconnu dans cet article-là, quand vous allez dans les droits civils et politiques, que le Congolais peut lui-même désigner son député provincial. Ça s'est fait en 2006, nous n'allons pas me démontrer le contraire. Non, non, attendez. Attendez, mais nous n'allons pas engager un débat. C'est un débat technique, il ne faut pas l'engager ici. Non, ce n'est pas technique. Ça concerne les militantes et les militants de Palou parce qu'ils ont élu eux-mêmes directement leurs députés nationaux. Alors, nous posons sans argent, merci beaucoup. Et nous vous félicitons pour ça. Nous disons ceci: que ce soit les droits de la personne ou que ce soit les droits du citoyen, dans tous les cas de figure, passer du mode de désignation du député national directement par chaque citoyen congolais à un mode où on demande finalement que ce soit un groupe d'individus, avec tout ce que nous connaissons comme environnement corrompu dans notre pays. Nous savons que certaines personnes peuvent devenir gouverneurs parce qu'ils ont plus d'argent que d'autres. Nous savons que certaines personnes sont devenues sénateurs parce qu'ils ont pu avoir l'aval de 2 ou 3 députés provinciaux. Nous disons non. Dans tous les cas de figure, nous régressons. Et nous disons, il faut qu'on nous dise pourquoi nous avait dit que c'était par manque d'argent. On voulait économiser. Mais en même temps, on nous dit, non, nous allons faire le référendum. Le référendum, c'est une élection qui nécessite l'argent. Pourquoi cet argent, on ne donne pas à la CENI pour faire directement les élections provinciales? Maintenant, on dit on institue un office pour faire les recensements. Mais le recensement va demander de l'argent. Mais pourquoi cet argent, on n'utilise pas pour faire l'élection des députés provinciaux? Donc, il est clair que ce n'est pas l'argent qui manque, mais tout le monde... oui, c'est autre chose. C'est-à-dire, l'actuelle majorité au pouvoir s'est rendu compte qu'elle s'est éloignée davantage du peuple. Et que si on passe à l'élection où la sanction doit être faite individuellement par chaque citoyen congolais, ça sera un renversement, un peu comme ça vient se passer aux États-Unis. Ce n'est pas une honte. Le président Obama avait la majorité, on a laissé la parole et au niveau du Sénat, il vient de perdre cette majorité. Ce n'est pas une honte, ça arrive. Alors il ne faut pas que quand il entrevoit
qui va avoir des difficultés. Non, non, je vais changer la constitution de telle sorte que je puisse conserver cette majorité. Qui vous a dit que cette majorité vous a été offerte de façon éternelle? Qui a dit ça? Qui a dit que nous serons des opposants éternels? Vous avez déjà été à l'opposition, sinon vous avez été des opposants pendant longtemps, non? Pendant plus longtemps. Voilà, très bien. Vous me tentez poser la question, la dernière question, il a dit, pourquoi quand nous ne sommes plus aux affaires, nous défendons mieux le peuple? Je crois que cette question a été posée peut-être à d'autres personnes, parce que nous, avec les premiers ministres ici présents, ils savent très bien qu'il s'agisse des patriarches que j'ai respecté beaucoup. Je me déplaçais moi-même, j'allais, et c'est lui qui m'aidait. Il peut me contredire aujourd'hui, peut-être devant l'Assemblée. J'avais voir le patriarche, j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, il y a une motion là, je ne sais pas comment, moi je vais violer le règlement intérieur de l'Assemblée et la Constitution. Mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent et propre pour ne pas fuir. Vous avez vu le patriarche faire face à François Mamba dans la salle du palais du peuple. Lui-même est venu plusieurs fois. Mais maintenant, nous avons eu d'autres dossiers. Je ne suis pas venu ici pour faire ma campagne. Mais nous pouvons parler nous-mêmes et les gens peuvent se rappeler. Donc nous disons... Non, vous-même, nous vous avons convoqué à plusieurs reprises et vous êtes venus vous défendre. D'abord comme ministre du budget, vous étiez mon ami, les coups de fil n'ont pas changé quoi que ce soit, mais vous vous êtes défendu, non? Vous étiez Premier ministre. Oh non, je ne suis pas disponible. J'ai dit, les jours où vous serez disponible, vous viendrez. Il est venu. Et moi, j'avais dit au Premier ministre, j'avais dit au patriarche, il n'est pas normal que vous payiez les ministres et que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, les autres fonctionnaires ne soient pas payés. Il le sait très bien, on discute avec lui chaque jour. Quand il y a un dialogue interinstitutionnel, ça résout beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon, nous savons ce qui se passe. Je crois que votre expérience peut servir aussi de facilitation. Vous êtes modérateur pour que les institutions fonctionnent normalement. Nous disons le développement et la démocratie, comme l'a dit le professeur Johnny Patrick Mouyaya, c'est une très bonne question que vous avez posée. Vous savez, ici, en Afrique, il y en a qui disent que nous n'avons pas suffisamment de maturité ou la culture de la démocratie. Mais les gens se trompent. Quand on regarde dans nos villages comment les choses se passent, nous avons notre forme de démocratie. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas espérer avoir un développement durable dans une anarchie. Il faut que les gens qui utilisent les ressources de l'État puissent rendre compte. On doit savoir l'argent de l'État a servi à quoi. Aujourd'hui, quand on pose la question simple de savoir sous quelle rubrique budgétaire on a inscrit les fonds pour construire les bâtiments de la primature sur les boulevards, vous ne voyez pas cette rubrique. Quand vous posez une question simple, la rubrique de Bukangalonzo, ça se trouve où? On ne voit pas. Mais quand il s'agit de l'armée, on vous dit nous sommes limités. Quand il s'agit des élections, on dit nous n'avons pas de moyens. La CENI manque de moyens. Donc il y a un problème. Donc démocratie et développement, il ne faut pas séparer. Parce qu'il faut de transparence dans la gestion. Mon frère Katembo a dit l'opposition, oui, nous avons reconnu un certain nombre d'erreurs. Oui, c'est une erreur. C'est une erreur que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord autour d'abord d'une vision, puisque pour se mettre d'accord, chacun doit présenter sa vision, son projet, et puis finalement on se met d'accord pour avoir une stratégie commune. Mais aussi, nous venons d'avoir une leçon de la part du Togo. Le Togo, toute l'opposition vient de se réunir pour désigner M. Jean-Pierre Fabre comme leur unique candidat aux élections à venir. Mais il n'y a pas que ça. Mais quand l'opposition a voulu se réunir maintenant, puisque si le plan institutionnel, l'article 8 de la Constitution reconnaît l'existence de l'opposition en République démocratique du Congo, avec les mêmes droits et mêmes obligations que l'actuelle majorité au pouvoir. Et une loi existe portant statut de l'opposition pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Et cette loi est très claire. Ce qu'on demande aux députés sénateurs de l'opposition, c'est de rédiger l'avant-projet, déposé au bureau du président des deux chambres, et la loi a donné au président des chambres le pouvoir de convoquer la plénière des députés sénateurs de l'opposition pour se choisir les porte-parole. À défaut d'un consensus, on passe au deuxième tour. Donc dans tous les cas de figure, l'opposition pouvait se structurer au Congo sur le plan institutionnel. Pour terminer, la dernière question a dit la mauvaise foi des pays voisins. Je demande comment en même temps on peut demander paradoxalement qu'on puisse négocier avec eux. Mais on ne négocie qu'avec son ennemi.
Mais vous allez négocier avec votre ami, pourquoi? Vous n'avez pas de problème, vous allez négocier pourquoi? Il faut négocier avec celui qui n'est pas d'abord d'accord avec vous et qui vous fait du mal. Et moi j'ai dit, cette négociation peut porter autour des intérêts communs. Puisque la France et l'Allemagne se sont fait une guerre terrible. L'Allemagne a occupé la France. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, j'ai suivi quelqu'un à la télévision, parce que le débat en France, c'est chaque jour. J'ai vu un monsieur qui a dit, il m'a fallu 30 ans après pour citer le mot Berlin ou Allemagne dans ma bouche, tellement que j'avais la nausée et la haine contre les Allemands. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des complices au sein de l'Union européenne. Quand la France et l'Allemagne n'ont pas encore parlé, l'Union européenne est paralysée. Donc nous disons, les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui. Et la géographie et l'histoire condamnent le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Burundi et tous les 9 voisins, parce que personne ne déplacera une seule république là où il se trouve. Donc, autant vivre en bonne entente. Et c'est les grands frères qui doivent prendre l'initiative et l'intelligence voulue. Nous n'avons pas suffisamment de temps, je vais vous donner le plan de sortie. C'est le Congo qui est le grand frère, il doit cesser de pleurer. C'est le Congo qui doit rassurer les autres. Merci Vital, merci beaucoup pour la conclusion. D'accord, c'est une chose que le peuple attend aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que tous nous acceptions de respecter notre constitution. Aujourd'hui, nous devons tous exiger qu'on nous donne le calendrier global jusqu'en 2016. Parce que nous avons compris les stratagèmes. On met en place un office chargé de recensement. Déjà, quand pour identifier, recenser les fonctionnaires de l'État, nous venons de passer 6 ans sans finir. Vous imaginez ce que cela doit donner si on doit recenser tous les 10 ans. Et donc nous disons, le glissement ne va pas profiter à qui que ce soit. Ça va plonger le pays dans un drame inutile. C'est pourquoi nous avons dit que le président de la République a entendu plusieurs positions. Comme il n'a pas encore parlé, il a l'occasion de rebondir et de sortir par la grande porte et d'entrer dans l'histoire des grands hommes. C'est tout ce qu'ils sont venus dire ici aujourd'hui et encourager nos amis de Palou, puisque ces gens de forum montrent que les Congolais ne sont pas différents. Ils peuvent être dans différents partis politiques, mais ils ont la même préoccupation, celle de voir le Congo aller de l'avant. Et le fait que vous soyez invité par le Palou, un membre de la majorité présidentielle à la ligne, pensez-vous que c'est déjà là une oreille attentive? Mais c'est très bien, puisque c'est l'échange des idées que jaillit la lumière. Si vous êtes entre vous, vous allez vous tromper tous en groupe et vous n'allez pas écouter l'autre son de cloche. On doit se rencontrer comme ça. J'étais déjà invité au Jubilé d'Or, à la résidence du Patrias. Aujourd'hui, je suis venu, je suis intervenu et ça me fait énormément plaisir de voir que ce genre d'activité puisse être organisé par les partis politiques. Avez-vous des souvenirs particuliers du Palou? D'abord, le Patrias Antoine Gizenga, quand je suis allé lui annoncer qu'il devenait Premier ministre à sa résidence officielle en présence de son épouse. Et on a beaucoup rigolé à Kikongo et je lui ai dit, parce que Bango l'a dit aujourd'hui, je lui ai dit qu'il faut qu'il écrive. Oui, c'est une bibliothèque. Il ne faut pas que cette bibliothèque disparaisse comme ça et que toute cette richesse parte comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Itaïofa
kosilisa kolela na biso yaya tala bokonzi